Disait il y a quelques instants, et Valentine nous en parlait aussi, Israël dit que ces frappes à Téhéran ont visé notamment la prison d'Evin. Amiral, j'aimerais votre sentiment là-dessus. On disait l'importance de cette prison aussi pour la France, puisque deux de nos ressortissants y sont détenus, Cécile Kohler et Jacques Paris. Oui, il me semble que nous voyons apparaître maintenant un des objectifs cachés d'Israël auquel le président Trump s'est rallié, c'est-à-dire la chute du régime. Parce que nous sommes passés petit à petit de ces objectifs opérationnels immédiats, importants, nucléaires, etc. En même temps, on commençait à frapper les gardiens de la Révolution. On continue de frapper encore plus, c'est la deuxième fois le QG des gardiens de la Révolution. Oui, ça fait partie des frappes de ce matin aussi. Absolument, tout à fait. Donc on continue dans cette ligne-là. Et puis, comme Trump aime bien s'arroger le bénéfice de tout ce qui se passe, il y a quelques jours, il a commencé à dire que peut-être que faire tomber le régime, ce serait pas mal. Ce qui fait qu'il était au courant, vraisemblablement, de ce qui est planifié par Israël, parce que tout ce que fait Israël est quand même très soigneusement planifié. Ils ne font pas n'importe quoi, c'était prévu. À mon avis, ils en ont parlé aux Américains, et Trump n'a pas pu s'empêcher de dire qu'après tout, voler au secours de la victoire, il aime bien ça. En tout cas, frapper l'entrée principale d'une prison, alors qu'il y a de multiples prisonniers, à la fois les nôtres, auxquels nous pensons toujours, mais aussi tous les opposants, beaucoup d'opposants politiques, c'est véritablement un acte qui ne peut pas être individualisé. On pourrait s'attendre, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une action de force sur cette prison-là, à partir du moment où on commence à affaiblir ses accès. Donc attendons de voir si, par hasard, il n'y a pas dans la société iranienne des forces qui nous ont été cachées jusqu'à présent, mais nous allons au-devant de tellement de surprises que cela est possible, parce qu'affaiblir l'entrée principale de la prison, d'autres entrées peut-être en suivant, ça ouvre la voie à une action de vive force pour laquelle nous pourrons avoir beaucoup d'inquiétudes, à la fois pour nos ressortissants et aussi pour l'opposition iranienne qui a bien besoin de se faire connaître et pour lequel il y aura, mais je crois que Mme Bassis pourra en parler, une conférence de presse dans pas longtemps. Ouais, je vous donne la parole dans un instant, Rina Bassis. L'armée britannique, en 43-44, justement, ciblait les prisons où il y avait des résistants français. Pourquoi? Justement, pour les libérer et pour leur permettre de faire du sabotage, tout ça. C'est effectivement, je trouve que ça ressemble un tout petit peu à ça, c'est-à-dire de frapper une prison où il y a des opposants politiques. Dans la mesure où la Avec frappe... tous les risques que ça comporte malgré tout. Ah, bien entendu. Oui. Il peut avoir malheureusement, ils peuvent tuer mais j'imagine que les Israéliens sont suffisamment bons pour être capables de détruire les portes et ainsi de suite, et éventuellement permettre la libération d'opposants. Oui, ce qu'on en sait à l'instant, effectivement, et c'est ce que vous nous disiez tous les deux, c'est que c'est l'entrée de cette prison d'Evin qui a été touchée avec peut-être, et ça reste à vérifier, à prendre avec des pincettes, mais la justice iranienne parle de certaines parties du bâtiment aussi qui seraient endommagées. Donc il va falloir voir dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, de plus amples informations et plus précises peut-être. Rina Bassis, l'amiral en parlait à l'instant, de l'opposition iranienne et notamment de cette conférence de presse qui va avoir lieu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est le fils du Shah d'Iran, je crois, qui va s'exprimer. D'Iran qui en fait s'est rendu aussi en Israël il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. À l'invitation, à l'époque, c'était la ministre des Affaires stratégiques, Gila Gamliel, qui s'est chargée en fait des relations entre l'État d'Israël et l'opposition iranienne à la diaspora. C'était une visite extrêmement couverte en Israël. Donc, M. Pahlavi, il sera aujourd'hui à Paris, il donnera cette conférence de presse. Ça tombe par hasard, peut-être justement au moment où il y a cette frappe sur les prisons d'Evin. On connaît très bien la réputation de ces prisons où il y avait aussi des exécutions des opposants politiques iraniens. Il a appelé au soulèvement de la population iranienne la semaine dernière, le fils du Shah, et qui va tenir sa conférence de presse. Est-ce que ça peut être audible pour la population iranienne sur place? Est-ce que ça a de la force et du sens? Bon, disons, M. Pahlavi, ça fait des années qu'il appelle ça. Donc ça, c'est pas nouveau. Et c'est bien avant tout ce qui s'est passé, et même bien avant le 7 octobre. Donc lui, il tient ligne constante. Après, il faut savoir, est-ce qu'il a un poids lui-même pour représenter justement l'opposition iranienne qui est, il faut dire, dans la diaspora assez divisée. Mais ça sera bien sûr pour les experts iraniens et à le dire. Mais j'aimerais dire un petit mot sur justement cette attaque sur les prisons, parce que je crois que l'attaque américaine sur Fordo a changé beaucoup de choses. Si vraiment les deux objectifs affichés d'Israël
de son attaque de 13 juin a été cibler les programmes nucléaires et les programmes de missiles balistiques. Là, on peut peut-être parler d'une sorte d'opportunité qui s'ouvre d'une certaine façon, mais ça dû aussi à la réponse iranienne, à l'attaque américaine, parce que les Iraniens, Téhéran, auraient pu dire « Oui, c'est vrai, vous avez frappé Fordo, là, on est vaincu, on va entrer dans les négociations, on accepte justement de négocier avec la Maison-Blanche. » Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Non. Pour l'instant, les Iraniens, ils se tiennent en même ligne exactement. Et même la réponse à cette attaque sur Fordo était de riposter sur Israël. Pas encore sur ça va peut-être arriver, mais pas sur des cibles américaines pour l'instant. Donc, forcément, l'Iran continue à riposter contre Israël après que les sites de Fordo étaient frappés et après que les Américains sont entrés dans le jeu. Et là, je pense que côté israélien, on s'est dit, en ce cas, tous les cibles sont permis d'une certaine façon, y compris des symboles des régimes comme on a vu aujourd'hui. Oui, à l'instant. Merci beaucoup, Rina Bassis, d'avoir été avec nous. Vous devez partir pour aller assister à cette conférence de presse. On vous libère. En tout cas, et c'est ce que vous abordiez un petit peu déjà, messieurs, j'aimerais qu'on s'y arrête sur la question du régime des Mollahs. Et est-ce que ces frappes-là de ce matin pourraient aussi en dire? Est-ce qu'il faut ou pas la fin du régime des Mollahs? Est-ce que c'est ce que cherche Israël? Quand on écoute ce matin l'ambassadeur d'Israël en France, ce qu'il répète, c'est les deux éléments que Rina Bassis vient de nous dire, à savoir le programme nucléaire et les missiles balistiques. Il n'y a pas mention dans ce qu'il dit ce matin, et oui, je sais, Amiral, ça vous fait sourire, mais j'y viens, il n'y a pas mention du régime des Mollahs. Par contre, quand on se rappelle ces derniers jours ce qui a été dit par le Premier ministre israélien, là, lui, Benjamin Netanyahou, il a clairement parlé du régime des Mollahs. Alban Mikosi, est-ce qu'aujourd'hui, ce régime des Mollahs, c'est effectivement une cible assumée plus ou moins en fonction de qui s'exprime, finalement? On va dire que les Israéliens ont commencé à le dire depuis 4 à 5 jours. Le premier, c'est Benjamin Netanyahou. Et là, c'est le ministre de la Défense, M. Katz, qui le confirme encore aujourd'hui même. Ce qui paraît clair de ce qu'on comprend, de ce qui est en train de se passer. Hein. On est très très prudent parce que c'est en train de se passer. C'est que les objectifs visés par les Israéliens ce matin dans le bombardement sur Téhéran ne sont pas des objectifs nucléaires, ni même des objectifs militaires au sens armée iranienne du terme. Vous voyez là, ces images, elles sont importantes. C'est la première fois qu'on vous les montre. Ce sont les images du panache de fumée sur le quartier nord de Téhéran. Pour vous dire où nous sommes, là, on n'est finalement pas si loin du bâtiment de la télévision iranienne. Et la caméra est tournée vers le nord. Et vous voyez donc la puissance de ces explosions à travers ces panaches de fumée qui sont considérables. Par ailleurs, il existe des images que pour l'instant on ne vous montre pas parce qu'elles ne sont pas expertisées, des images de la prison d'Evin qui montrent très clairement une explosion sur l'entrée, sur le portail d'entrée et sur le bâtiment donc des gardiens qui auraient, si l'on en croit ces images, été pulvérisés. Ce qui veut dire très clairement que la prison elle est maintenant ouverte. Quel est l'objectif des Iraniens? C'est à minima, des Israéliens, pardon, c'est à minima de semer une confusion très importante aujourd'hui dans Téhéran, confusion qui est propice à des difficultés pour le régime iranien actuel. Je reste très prudent dans mes propos parce qu'encore une fois, tout cela doit être expertisé. Alors, je vous voyais souffler et regarder attentivement les images de ce panache de fumée énorme qu'on a vu là sur Téhéran. Amiral, qu'est-ce que ça vous évoque, ces images-là? Écoutez, si l'image qu'on a vue est vraiment sur l'entrée de la prison d'Erbil... Là, c'est le quartier nord de Téhéran, dont la prison d'Erbil. Enfin bon, il est difficile de doser et de mettre des mini-nukes, des toutes petites bombes. C'est quand même impressionnant. Et comme vous l'avez souligné, lorsqu'on ouvre une prison, il faut que certains en sortent. Ils ne peuvent pas en sortir tout seuls. Il faut que d'autres les aident, il faut que d'autres y aillent. Donc, je serais étonné ou serait très surprenant qu'il n'y ait pas une action de vive force qui soit préparée. Quand on voit toute la préparation et la planification extraordinaire qu'a réalisé Israël dans tous les domaines, y compris dans ce domaine qui était un domaine caché. Israël n'a jamais menti, il n'a pas dit non, on ne veut pas faire tomber le régime des Mollahs. Mais quand on voit les mensonges de tout le monde, on se dit qu'avoir un objectif caché, c'est quand même pas plus mal, parce que tout dévoiler tout de suite, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Maintenant, c'est un coup absolument extraordinaire. Quelle sera la suite? C'est la suite immédiate dans les 24 heures qui viennent, qui nous dira
jusqu'où va cette organisation, cette espèce de toile d'araignée qu'a tissée Israël au sein de la République islamique et au sein de la population, pour savoir si véritablement il peut y avoir une réaction populaire de l'intérieur, car comme cela a été souligné très souvent par les spécialistes, les Iraniens, comme beaucoup de peuples, n'admettront pas ou très difficilement un changement de régime qui viendrait de l'extérieur. Je répète toujours la même chose partout où je vais. Ce qui me fait peur du point de vue israélien, c'est trop de frappes non militaires risquent, à mon avis, de souder les Iraniens, même ceux qui étaient contre les mollahs, ce qu'on appelle le ralliement au drapeau. Comme on l'a vu, pardon de me répéter, mais en Serbie en 99, d'ailleurs, en Serbie en 99, les bombardiers B-2 étaient partis aussi du Missouri. C'est rien de nouveau. Et des bombardements comme ça sur des cibles civiles, à mon avis, ça pourrait avoir un effet contre-productif, je pense, parce qu'au début des frappes, je me souviens d'avoir entendu sur les plateaux des Iraniens de la diaspora, la plupart étaient tous pro-Israël et tout. Moi, j'ai tout le temps dit méfiez-vous. Parce que c'était le régime qui était visé, parce qu'il y avait le nucléaire et le militaire qui étaient décidés. Et là, avec l'entrée en guerre des États-Unis sur et puis des frappes sur des cibles civiles, à mon avis, ça pourrait avoir un effet un peu contre-productif et peut-être éventuellement un ralliement au régime pourtant qui est détesté. Vous l'avez compris, on parle ici au conditionnel et on met des peut-être partout parce que c'est en train de se passer devant nous, ces frappes dont on a confirmation, mais les interrogations, elles se passent sur la stratégie qui est en cours, à quoi elles servent, à quoi elles vont servir ces frappes et qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est ce qu'on est en train de se dire sur ce plateau. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelques heures, c'était hier soir, Emmanuel Macron, lui, sur la question à la fois des frappes américaines, mais aussi de la chute du régime des mollahs, est-ce que c'est une nécessité ou non, il s'est positionné très clairement. Et c'est la diplomatie qui, pour lui, est centrale. Écoutez. Nous appelons à tous et toutes à ce qu'il n'y ait pas d'escalade, convaincus qu'aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Et que la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir l'objectif que nous recherchons tous, qui est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire, mais également qu'il n'y ait pas d'escalade incontrôlée dans la région. Alors, la diplomatie, est-ce qu'elle a encore une chance dans ce contexte-là, Ronald Dato et Amiral Olagare? Je ne suis pas sûr que vous soyez totalement du même avis, mais allez-y, parce que vous avez fait deux visages différents. Amiral, en premier. Moi, je crois que oui, parce qu'il y a le bad cop et le good cop. Il y a Israël et les États-Unis qui frappent. Et de l'autre côté, il y a toujours cette proposition mise sur la table, délicatement, souvent balayée d'un revers de main par Trump, qui est de recours à la diplomatie. D'ailleurs, les Iraniens ont commencé à répondre à la proposition européenne en venant à Genève. Bon, oui, mais ça, c'était avant les frappes américaines. Mais ça continue. Il y a encore du poids? Mais ça veut dire qu'ils ont du poids. Aucun pour l'instant. Simplement, il peut y avoir un moment où si vous voulez, l'Iran ne veut pas trop perdre la face. Donc, pour lui, une des voies, ce sera peut-être d'ouvrir un canal de négociation avec ceux qui veulent bien, plutôt les Européens d'ailleurs, que la Chine ou la Russie qui sont quand même très, très impliqués. Et puis, tout cela sous la pression extraordinaire que mettent les Israéliens et les Américains. Donc, si vous voulez, il peut y avoir une conjonction, en définitive, peut-être pas une répartition des rôles, parce que le président français a l'air de ne pas du tout miser sur la force. Il n'empêche que c'est un avantage considérable que d'affaiblir cet adversaire et de l'amener à une table de négociation acceptable. Car pour l'Iran, il faut que ce soit acceptable. Pour les régimes de Mollah, il faut que ce soit acceptable. Le problème, c'est que les Européens, malheureusement, manquent de force, de capacité technique pour pousser, je pense, les Iraniens à la table des négociations. C'est Israël qui le fait. Oui, tout à fait, mais je ne suis pas convaincu que pour l'instant, la diplomatie a encore un grand rôle à jouer. Tôt ou tard, bien entendu, c'est comme pour l'Ukraine et la Russie. Mais en ce moment, la diplomatie... elle est là. Mais pardonnez-moi, mais sur la question de la diplomatie, on se disait à l'instant, elle n'a peut-être pas beaucoup de poids et au niveau de l'Europe encore moins. Quand on regarde, si on prend un exemple, même si c'est un conflit différent de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, les États-Unis ont complètement cornerisé la question de la diplomatie et laissé les Européens en dehors. Est-ce que ce n'est pas ce qui risque aussi de se passer au Moyen-Orient là ?
Trump a dit que les Européens n'avaient rien à faire dans le débat, avec sa grande délicatesse habituelle. Donc, pour l'instant, c'est la raison pour laquelle j'ai quelques doutes sur... Mais je pense qu'il faut continuer à chercher à dialoguer. Mais la semaine dernière, les Européens se sont réunis avec les Iraniens, mais il n'y avait pas d'Israéliens. Ça pose un léger problème. C'est un peu comme dans le conflit Russie-Ukraine. Souvent, il y a du dialogue avec les Ukrainiens, mais on n'invite pas les Russes. Donc, la diplomatie, il faut être deux pour danser. Donc, voilà. Alors, on va simplement, si vous nous rejoignez sur France Info, se rappeler cette information qui nous est parvenue il y a à peine quelques minutes, et on va le faire avec vous, Alban, sur des bombardements d'Israël sur Téhéran spécifiquement, et notamment la prison d'Evin qui a été visée, qui est un lieu important, y compris pour nous, Français. Alors, on va rester prudent. L'armée israélienne communique sur des bombardements importants, une campagne de bombardement dont on voit la panique qu'elle génère. Et voilà le nuage de fumée, par exemple. 30 avions de chasse ont survolé la ville de Téhéran et 60 missiles ont été tirés sur différents objectifs qui vont du strictement symbolique, on parlait de l'horloge du centre de Téhéran, jusqu'à des objectifs stratégique, un objectif stratégique. Simplement, cette image très courte qu'on voit, c'est aux environs de la prison d'Evin. Sur la prison d'Evin, on commence à savoir un tout petit peu des choses. En recoupant les sources, c'est difficile parce qu'on est en temps réel. L'entrée principale a été frappée très clairement. On demande à expertiser les images actuellement, mais l'entrée principale de la prison a été touchée, ainsi que le bâtiment des gardiens. Information donnée par les Israéliens et confirmée par le ministère de la Justice iranien qui parle de dégâts à certaines sections. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas capable de dire à l'heure actuelle si des prisonniers ont été touchés. Évidemment, si c'est uniquement le bâtiment des gardiens, pour l'instant, il est trop tôt. En tout cas, très clairement, on franchit un cap politique. Alors, on va continuer, Amiral, cette discussion avec les questions de nos téléspectateurs, simplement parce qu'on ne l'a pas redit, mais la prison d'Evin, elle est importante pour nous parce que 2 Français y sont détenus, Cécile Collère et Jacques Paris, dont on vous parle très régulièrement et dont le président a aussi reparlé ces derniers jours, puisqu'il y a une importance à pouvoir pour la France les protéger, les faire revenir aussi en France. Et pour l'instant, évidemment, il y a un point d'interrogation sur leur situation actuelle, parce qu'on n'a pas encore toutes les informations sur ce qui s'est passé à la prison d'Evin. On va continuer la discussion en intégrant les questions de nos téléspectateurs. Séverine est avec nous. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Vous pouvez continuer à les poser vos questions avec le QR code qui est affiché en bas de votre écran. Et puisqu'on parlait justement de la prison d'Evin, je vous propose de commencer par cette question, Alban, cette question de Thierry. Il y a eu des frappes sur la prison d'Evin, mais là-bas, il y a surtout des opposants au régime. N'est-ce pas un peu se tirer une balle dans le pied que de frapper cette prison ? Si cette opération qui est en cours a pour objectif, en frappant l'entrée principale, très clairement, il s'agit de désorganiser le travail des gardiens. L'objectif, ce n'est pas de viser les prisonniers, mais c'est de viser ceux qui les gardent et d'apporter une situation de confusion telle que, pourquoi pas, des évasions soient possibles. Donc, voilà ce qu'on en comprend. On va rester extrêmement prudent, encore une fois, parce que les images que nous avons ne nous permettent pas de dire l'étendue des dégâts. Est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied qu'attaquer cette prison d'Evin où il y a beaucoup d'opposants au régime qui sont en... Si c'est bien fait, ça a l'air d'être chirurgical, mais nous n'en savons rien, comme vous l'avez souligné. Si c'est bien fait, ça ne peut pas être un coup seul. Il faut, pour que les gens s'évadent, comme vous l'avez souligné, dont vous avez souligné la possibilité, il faut que quelqu'un vienne les aider. Mais en tout cas, tout cela entre dans un plan extraordinaire dans lequel il y a eu 60 tirs sur Téhéran, aujourd'hui, sur des cibles symboliques ou non. Et souvenons-nous que Trump, au fond, qui ne sait pas très bien garder sa langue, a dit il y a quelque temps « évacuer Téhéran ». Eh bien, maintenant, on voit pourquoi le président Trump a dit évacuer Téhéran. Ça veut dire qu'il était au courant de cette troisième phase, si vous voulez, de frappes israéliennes, qui est de dire, eh bien maintenant, on attaque le centre Téhéran, les gardiens de la révolution, etc. Personne n'avait imaginé encore la possibilité de s'attaquer à cette prison. Et surtout, qu'y aura-t-il après ? Ça, c'est une vraie question. Là, je la retourne aux spécialistes iraniens ou plutôt aux Israéliens. Alors, Alain se demande, lui, puisqu'on en parlait en ce début de tranche, quelle est la probabilité que le blocage du détroit d'Ormuz arrive et dure, Ronald Lato ?
Probabilité déjà. Vous devriez poser la question à l'amiral. Oui, mais j'ai envie de vous faire parler. Vous preniez l'exemple de 84. Voilà. Je pense qu'il y a des possibilités que l'Iran, si le régime des mollahs se sent réellement acculé, puisse prendre des mesures qui, à mon avis, seraient vraiment destructrices à leur égard, parce que le détroit d'Ormuz est tellement stratégique pour tellement de monde, y compris pour l'économie iranienne. Mais est-ce que ça durerait? Je m'en remets. Est-ce que ça durerait, vice-amiral? Est-ce que ça pourrait durer? La probabilité est non nulle. Elle ne me paraît pas la plus importante parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Mais comme vous l'avez souligné, si le régime des mollahs est complètement acculé, si sa survie en dépend, ou même au-delà, sa survie dans un autre monde du style « nous avons résisté jusqu'au bout au grand Satan », etc., il n'est pas impossible qu'il lâche une nuée de mines. Et là, lorsque vous lâchez des mines, ça peut durer longtemps parce qu'il faut être absolument certain que tout soit parfaitement propre. Certain, hein, ce n'est pas des calculs statistiques, que tout soit parfaitement propre dans ce détroit extrêmement... de 65 km. Voilà, extrêmement fragile. Étroit, ouais. Et donc, ça peut prendre un certain temps. Je fais une petite pause dans les questions de nos téléspectateurs, simplement pour vous dire, parce qu'on en parlait il y a un instant, de la prison d'Evin, qui a été la cible de frappes israéliennes et dont on apprend au fur et à mesure les informations. 2 Français, je vous le disais, qui sont détenus dans cette prison d'Evin, Jacques Paris et Cécile Kohler. La sœur de Cécile Kohler, Noémie Kohler, réagit à l'instant en qualifiant cela de complètement irresponsable. Voilà pour cette information qui vient de nous parvenir. Allez-y. Ce qui me fait peur, moi, c'est que si c'est des frappes sur la prison, la taille du nuage et l'amiral... Attention, non. Non, mais c'est sur le quartier. Le nuage, c'est sur le nord de Téhéran. D'accord, on n'est pas capable de dire que ce soit la prison. D'accord, mais si c'est sur la prison, je m'inquiète légèrement pour tout le monde. Et de toute façon, comment les frappes peuvent-elles, amiral, vice-amiral, être aussi précises et épargnées? Voilà. Ils l'ont montré. Vous avez vu le trou au 5e étage de l'immeuble où il y avait un spécialiste du nucléaire iranien. Les Iraniens ont frappé à travers le mur où ils dormaient. Ça, je ne suis pas inquiet. Mais là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est du massif. C'est pas... Tout ça reste encore à préciser, puisque ça vient d'arriver, encore une fois. Le nuage de fumée qu'on a vu, c'est sur le quartier. Ce sont les 60 bombardements. Mais c'est énorme. Il va falloir forcément énorme, la prison. Et on va attendre Allez, on reprend nos questions téléspectateurs. Voilà, Julien, qui se demande, vice-amiral, quelles sont les forces militaires françaises dans la région et où sont situées les bases stratégiques, notamment autour du détroit? Quelles interventions la France pourrait-elle envisager en cas de blocus? Alors d'abord, la première partie, quelles sont les forces militaires françaises dans la région? Alors, il y en a à Abu Dhabi, puisque nous avions des forces très importantes à Djibouti. Nous avons conservé une implantation à Djibouti. Djibouti qui a ouvert d'ailleurs largement ses portes à d'autres nations, dont la Chine, bien sûr, les États-Unis également. Japon. Et nous avons, et l'Italie aussi. Et nous avons transféré ces forces à l'intérieur du Golfe, donc à Abu Dhabi. Alors, les forces maritimes, là-dedans, n'ont pas vocation à être restées enfermées dans le Golfe, parce que justement, nous craignons un peu toutes ces capacités-là. Donc, les forces maritimes, je ne sais pas où elles sont, mais il m'étonnerait beaucoup qu'elles restent très longtemps à quai là-dedans. En revanche, il y a des forces occidentales très importantes. Il y a 40 000 Américains qui sont là. Il y a un état-major considérable à Bahreïn, des forces américaines. Et il y a, au Qatar, et il y a à Bahreïn des forces considérables de lutte contre les mines. Donc là, il y a des Américains, des Britanniques, avec tout un panel extraordinairement complet de capacités de lutte contre les mines. Et les Français ont fait des exercices là, avec leurs chasseurs de mines, dernier cri, qui y sont allés, qui savent très bien travailler dans ces zones-là. La chasse aux mines française est une des meilleures au monde. D'ailleurs, nous vendons, et Thales en particulier, vend ses sonars, etc., à toute l'Europe. Donc ça fonctionne bien. Il est capable aussi de travailler en coopération. Allez, deuxième partie de la question. Quelles interventions la France pourrait-elle envisager en cas de blocus? Eh bien, défensif. Pardon, mais non, allez-y. Si, complétez-vous, n'hésitez pas. Défensif. Le président de la République a bien dit que la position de la France était défensive dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez, tout ce qui est armes comme fusées, etc., contre les tankers, c'est Israël et les États-Unis qui s'en occuperaient. La France, elle, je la verrais très bien dans un rôle participant. Ronald Lato, il lève le doigt, allez-y. Pardon. Thales vend de très bons... Il y a d'autres choses que les mines. Les Houthis, par exemple, qui sont armés par l'Iran, ont différents missiles anti-navires. Donc, et puis, il y a tous ces fameux drones, comme on a vu dans la mer Noire, que les Ukrainiens ont réussi à développer.
je pense qu'il n'y a pas que les mines. Non, bien sûr, mais ils seraient traités. Ils seraient traités par les Israéliens et les Américains. Oui, mais quand on envoie des essaims de missiles... Oui, on assèche au départ. Mais tandis que les mines, elles, peuvent durer très longtemps. Le problème des mines, c'est que ça va au-delà. C'est une menace. Il y a encore des mines de la Seconde Guerre mondiale dans la Baltique, par exemple. J'en ai chassé quelques-unes, en particulier en baie de Cinca et autres. Ça reste encore très, très longtemps. Bon. Allez, toujours sur la question de ce détroit d'Ormuz, Fred dispose de la question des intérêts sur place et des intérêts notamment de Russes. Une éventuelle flambée de l'énergie avec le blocage du détroit ne servirait-il pas l'intérêt de Poutine en gagnant plus d'argent, ça lui ferait gagner plus d'argent avec son pétrole qu'il livrerait alors aux Chinois, Ronald Lato? Est-ce qu'il y a un enjeu pour Vladimir Poutine dans le détroit d'Ormuz? Poutine vend son pétrole à la Chine par des pipelines, il me semble. C'est ça. Je ne vois pas très bien le lien entre... Donc il n'y aurait pas forcément un report, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est ça qui est interrogeant en fait. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Le prix du baril augmentant, la Russie va en vendre davantage, la Chine étant moins approvisionnée par le Golfe, achètera davantage de pétrole. Donc le marché sera plus ouvert et donc la Russie pourra peut-être davantage servir. Simplement, il faut savoir que les États-Unis sont des très gros producteurs de pétrole, que depuis l'année dernière, le nombre de forages, en particulier le pétrole de schiste, a nettement diminué, ce qui fait qu'il y a une capacité américaine de remonter en puissance en augmentant le nombre de forages, ce dont d'ailleurs Trump est très partisan. Cette question, Salsabil, parce que ça interroge beaucoup nos téléspectateurs, donc je pose celle-là, mais il y en a beaucoup sur ce thème-là. La France et les pays de l'Union européenne vont-ils s'engager dans la guerre? Défensivement, peut-être, pour défendre Israël comme il l'avait fait dans le passé. En tout cas, la France semble être très claire sur le fait que sa position n'a pas bougé. Pas d'opération offensive contre l'Iran. Mais si le conflit s'élargissait, le scénario catastrophe, la Chine décide justement de venir à l'aide des Iraniens, pourquoi pas, mais je ne crois pas. Ouais, pour l'instant, on n'en est pas là. Effectivement, la Chine a plutôt été prudente en appelant au calme à la diplomatie. Même la Russie. Très rapidement, Amiral. Petit bémol sur la Grande-Bretagne, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, donc ce n'était pas la question, mais la Grande-Bretagne suit beaucoup les États-Unis. La Grande-Bretagne a réagi en premier. La Grande-Bretagne a déployé des avions dans la région. Je me pose la question de savoir ce que ferait la Grande-Bretagne, qui vient de signer un accord commercial, la première puissance avec les États-Unis. C'est ça, est-ce qu'ils suivront? Alors voilà, vous savez, il y a un tropisme très fort entre Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, sans se dissocier de la France et de l'Allemagne, la position de la Grande-Bretagne risque d'être originale. Elle vous interroge en tout cas. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Séverine, et merci à vous pour vos questions. On va